Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. La gauche n'a pas l'intention de faciliter la vie du gouvernement de Michel Barnier. La semaine prochaine, une motion de censure soutenue par le nouveau Front populaire va être débattue à l'Assemblée nationale. Sur le papier, elle a peu de chances d'aboutir, mais dans le paysage politique actuel, tellement inattendu et émouvant, tout est possible. On va faire le point avec l'invité de l'entretien de Dimanche en politique, Emmanuel Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des députés du Parti socialiste et adjoint au maire de Paris, à la maire de Paris. Plus adjoint, parce que c'est pas possible de cumuler les deux, mais Oui. j'ai eu l'honneur de l'être pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il y a un an, nous découvrions l'horreur des attaques du Hamas en Israël. 1205 personnes assassinées, 97 Israéliens sont toujours otages du Hamas sans qu'on sache s'ils sont tous en vie à l'heure qu'il est. Un an après cette attaque du 7 octobre, revendiquée par le Hamas, Israël a ouvert plusieurs fronts. Israël continue de bombarder régulièrement Gaza, où plus de 40 000 personnes ont été tuées, parmi elles beaucoup d'enfants. Les habitants doivent survivre au milieu des décombres. Et puis depuis une semaine, Israël braque son attention en direction du Liban pour viser le Hezbollah. Ce matin encore, au sud de Beyrouth, 1 million de Libanais ont dû fuir leur maison et on sait que l'Iran riposte en retour. Emmanuel Macron, hier, a appelé à cesser de livrer des armes à Israël qui pourraient servir à aller attaquer Gaza. Est-ce une déclaration bienvenue pour vous ? Non, je ne crois pas qu'elle soit bienvenue, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'intérêt, ce n'est pas de savoir d'où vient la balle qui tue des enfants. L'intérêt, c'est de tout faire pour arriver au cessez-le-feu. Je trouve que c'est une déclaration de plus, d'un coup de volant à gauche, d'un coup de volant à droite du président. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé assez loin, il aurait dû rappeler le cessez-le-feu, ça que vous dites. Il faut rappeler la libération inconditionnelle des otages, d'abord, puisque nous arrivons à un moment mémoriel qui doit être un moment de respect de l'une des plus terribles attaques terroristes dans le monde de ces 50 dernières années. Ce sont les attentats terroristes du 7 octobre. Et le rappeler d'abord toujours. Deuxième chose, on peut honorer la mémoire des morts des attentats sans être complice ni de l'extrême droite israélienne et sans être hostile ou indifférent aux droits des Palestiniens, aux droits du Liban à la souveraineté. Je voudrais il revenir faut quand même. De la mesure et il faut remettre un peu de rationalité dans le débat sur quand ces vous sujets. dites cette déclaration est malvenue, ça veut dire quoi précisément ? Ça veut dire elle est malvenue parce que il aurait mieux fallu dire le cessez-le-feu, comme vous le disiez, mais en même temps, le cessez-le-feu, ça peut passer aussi par des non-livraisons d'armes. Non, je ne crois pas que ce soit le sujet. Enfin, il y a plein de fournisseurs d'armes, c'est les États-Unis qui fournissent ces armes. C'est un non-débat sur un non-sujet opérationnel. Ça n'a pas de... Vraiment, je le dis, ça n'a pas de sens. On ne sait pas pourquoi c'est intervenu cette déclaration à ce moment-là. Et deuxièmement, ça ne résout en rien le conflit armé qui est en cours. Je le redis, nous avons un conflit d'abord d'une complexité immense. Et beaucoup d'intervenants partout dans la vie politique nationale et internationale s'érigent en spécialistes d'une situation qui est infiniment complexe et qui demande, je le crois, mesure et hauteur de vue. La première chose dont on est certaine, ce sont les attaques du 7 octobre par des organisations terroristes qui ont perpétré des massacres innommables, que rien ne justifie, ni la défense des droits des Palestiniens, ni une quelconque résistance armée de quoi que ce soit. Ce sont des attaques terroristes que je veux condamner avec la plus grande fermeté. Alors justement là-dessus, parce qu'il y a un an, la NUPES, à l'époque, avait volé en éclats après le communiqué de la France Insoumise qui ne retenait pas la qualification de terroriste, justement, pour définir l'attaque du 7 octobre. Maintenant, il y a le nouveau Front populaire. La page est tournée ? En tout cas, ce point qui était une erreur et une faute politique majeure, morale et politique, de la part de la France Insoumise à l'époque, ce dont on sait que beaucoup d'entre eux conviennent. Beaucoup d'entre eux vous disent aujourd'hui, le positionnement n'était pas le bon, les mots n'étaient pas les bons. Donc la page est tournée. C'était une erreur. Nous avons veillé, et honnêtement, les socialistes et Raphaël Glucksmann et Place Publique ont pesé, et la campagne des Européennes y a aidé. C'est un point de clarification qui a eu lieu depuis. Il n'y a plus de débat. Le Hamas est une organisation terroriste. Il n'y a plus de débat au sein de la gauche. Les attaques du 7 octobre étaient un attentat terroriste. L'incident est clos à vos yeux. D'abord, c'est jamais clos. Parce que sur ces sujets-là, qui sont sensibles, il faut être vigilant dans la durée. Il faut être ferme sur les valeurs dans la durée. Mais ce point de clarification à gauche était indispensable et il a eu lieu. Tant qu'il a lieu, ça va. Si à chaque fois qu'un coup de canif y est donné, il faut le condamner avec une fermeté absolue. Le ministre de l'Intérieur a demandé le renforcement des mesures de sécurité autour des lieux de culte juifs, je veux dire, en France. Vous êtes élu du centre de Paris où vit une importante communauté juive. Partagez-vous ces craintes ? D'abord, je partage l'importance d'y accorder de la vigilance et je soutiens évidemment les mesures qui seront prises par les pouvoirs de police. Mais il y a deux choses. D'abord, il faut que les Français comprennent que ces attentats du 7 octobre ne sont pas des attentats qui sont si loin. Ils ont frappé au cœur
des familles françaises, parce qu'on a tous des amis, parfois des membres de familles d'amis, qui ont été soit victimes directes, soit indirectes de ces conflits. Je le dis d'ailleurs autant pour les victimes des attentats terroristes que victimes des effets dans la durée de la guerre, quand on parle des civils palestiniens, quand on parle aujourd'hui des civils au Liban. Ce qui est insupportable d'une certaine manière, c'est l'importation du conflit qui met en danger la vie de nos concitoyens. Mais qui a importé ce conflit ? Ce sont d'abord des extrémistes de tous bords. Notre pays n'a jamais été à l'abri du terrorisme islamiste, on le sait. Et comme élu parisien pendant 10 ans, nous avons trop souvent, à Paris et ailleurs, eu l'occasion d'en rappeler la réalité concrète. Et donc, il faut que nos concitoyens, qu'ils soient d'ailleurs juifs, qu'ils soient musulmans, peu importe, et ça les regarde, ils doivent pouvoir le faire librement, se sentent en sécurité. Et donc, toutes les mesures qui y concourent sont bonnes à prendre. Michel Barnier a fait sa déclaration de politique générale cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous l'avez écouté attentivement. Il s'apprête à connaître son baptême du feu avec votre motion de censure qui sera débattue après-demain. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. Le premier remède de la dette, c'est la réduction des dépenses. Réduire les dépenses, c'est renoncer à l'illusion du tout gratuit, à la tentation de tout subventionner. C'est ici que nous serons de tous les combats qui amélioreront la vie des Françaises et des Français. Nous sommes à leur service quand vous êtes encore au service du président de la République. En 2 mots, nous légiférerons et vous exécuterez. Nous, comme socialistes et comme républicains, nous respectons nos adversaires. Nous respectons leurs électeurs, tous les électeurs, sans exception et sans distinction. Nous respectons les Français en bloc. Vous avez dit nous respectons un tel. Il faut aussi que vous respectiez le gouvernement. Moi, j'ai toujours été quand même un peu surpris de voir que vous, M. le Président Vallot, et puis d'autres, ont annoncé que vous alliez voter la motion de censure avant même que j'ouvre la bouche et avant même que je vienne ici vous présenter la déclaration de politique générale. Emmanuel Grégoire, vous ne laissez pas le Premier ministre le temps de souffler. Mardi, le Parti socialiste va défendre donc la motion de censure au nom du nouveau Front populaire. Pensez-vous que c'est parce que c'est le PS qui présente le texte, ça va être suffisant pour convaincre éventuellement des élus venus d'autres bancs ? Écoutez, oui, nous l'espérons, parce que c'est un moment de vérité, d'une certaine manière. Il y a eu un discours de déclaration de politique générale sans vote de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire reconnaître que ce gouvernement, il n'a pas de majorité qui le soutient à l'Assemblée nationale. Et donc la motion de censure s'imposait précisément parce qu'elle permettra de montrer qui est dans l'opposition et qui soutient ce gouvernement. Une fois que vous avez dit ça, vous comptez sur qui ? Nous avons des discussions avec de nombreux groupes dans lesquels il y a des non-inscrits, dans lesquels il y a des parlementaires d'Ensemble pour la République qui ne sont pas les plus tendres à l'égard de Michel Barnier. Vous pensez que des macronistes de gauche pourraient voter cette motion de censure ? Les macronistes de gauche, ça n'existe pas. Alors c'est qui va voter à part le Donc les macronistes de gauche n'existant plus. On va savoir s'ils sont de gauche, c'est-à-dire s'ils votent la motion de censure, ou s'ils sont de droite, c'est-à-dire qu'ils soutiennent vous espérez ce combien gouvernement. de voix ? Vous avez 193. Je n'en sais rien. Encore une fois, je suis très respectueux du droit souverain d'un parlementaire à voter dans un moment aussi solennel qu'une motion de censure. Mais c'est un moment de vérité, je le dis vraiment avec humilité et gravité. Nous verrons qui est dans la majorité putative et qui est dans l'opposition. Je pense que le nouveau Front populaire sera évidemment totalement rassemblé, 192 signataires de cette motion de censure, c'est énorme déjà comme bloc. Il aurait dû conduire le gouvernement d'ailleurs à être initié et à être piloté par le nouveau Front populaire. Et nous verrons à la fois dans le môle central, dans cet espace un peu gazeux où des gens se disent de gauche mais soutiennent un gouvernement de droite, s'ils sont de gauche, ces gens-là, justement, je disais macronistes de gauche pour faire ça, mais c'est qui ? Posez la question à la ministre qui sera votre invitée juste après. Ouais. Elle a passé son été à essayer de discuter avec des gens dits de gauche pour dire est-ce qu'il y a un espace pour reconstruire ? Comment peut-elle aujourd'hui être ministre d'un gouvernement qui a une ligne aussi à droite ? Comment peut-elle aujourd'hui être membre d'un gouvernement qui s'apprête à imposer un budget d'austérité comme on n'en a pas vu depuis sans doute une trentaine d'années dans notre... Mais dans le même temps, Michel Barnier dit, par exemple, hausse d'impôts pour les plus riches, sur les bénéfices des grosses sociétés, suppression de l'assurance chômage, et il dit dans la Tribune dimanche aujourd'hui qu'il appelle tous les groupes parlementaires au dialogue. Vous dites non, il n'y a rien à discuter. Il a raison d'appeler au dialogue, et je suis ouvert au dialogue, et les socialistes, Boris Vallaud l'a dit, sont ouverts au dialogue, parce que c'est le devoir d'un groupe parlementaire, au moins de discuter. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais tout ce qui peut aider à contribuer à mettre en œuvre les mesures que nous portons doit être exploré. Enfin, ne nous leurrons pas, on travaille sur les détails, et on est en désaccord majeur, total, frontal, sur l'essentiel. Et donc, c'est un moment de vérité, peut-être, excusez-moi, laissez-moi souligner au moins un point.
et de ceux qui se disent de gauche, mais qui participent à une aventure de droite depuis si longtemps. C'est le moment de clarifier, c'est maintenant et pas plus tard. Et deuxièmement, nous observerons à cette occasion, sans doute, on le regrette parce qu'évidemment, ça permettra au gouvernement Barnier de continuer, que le Rassemblement national est un soutien explicite de la politique qui sera menée. Raphaël Glucksmann, qui était la tête de liste du Parti socialiste, mais lui, il est place publique aux européennes de juin dernier, fait son retour ce week-end à La Réole, en Gironde. Il défend une gauche qui ne fasse pas alliance avec la France insoumise. Êtes-vous sur cette ligne ? Moi, je trouve que Raphaël Glucksmann a d'abord été une très belle tête de liste pour les élections européennes. Et deuxièmement, qu'il est une personnalité de la gauche utile, ce qu'il incarne et son positionnement dans la phase de reconstruction de la gauche qui est engagée. Mais lui, il est contre l'accord avec la France insoumise. Non, il n'est pas contre, puisqu'il l'a signé. D'accord, mais aujourd'hui, il dit qu'il faut se dégager de ça. Moi, j'ai des nuances infinies, non pas avec la France insoumise, qui est un espace gazeux, mais ciblons, la France insoumise, ça n'existe pas, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez un problème avec Jean-Luc Mélenchon, je ne peux pas, comme député de gauche, envoyer le message à vos téléspectateurs que parce qu'un jour, dans leur vie, ils ont voté la France insoumise, je les considérerais dans le camp d'une gauche qui n'a pas le mérite d'exister. Le problème, c'est quoi ou c'est qui ? Le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon, son obsession présidentielle et les manquements aux valeurs vraiment très graves dont il est la cause au nom d'objectifs politiques qui, je considère, ont le défaut de créer un plafond de verre et de condamner la gauche à l'opposition. Donc moi, je suis pour l'unité de la gauche, je suis pour une recomposition de la gauche qui soit capable de s'affranchir des excès et des erreurs de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, si à un moment donné, je pense que ça peut traverser beaucoup plus que simplement place publique, une partie du PS. Je pense que c'est quelque chose qui peut rassembler les communistes, les écologistes, place publique, le Parti socialiste. Derrière un tout sauf Mélenchon. Reconstruisons. Derrière un tout sauf Mélenchon. Et si on tournait la page, reconstruisons une gauche qui puisse s'émanciper de Jean-Luc Mélenchon. Avec un tout, voilà, et qui puisse avoir une chance de gagner des élections nationales. Dans plusieurs journaux, dont le quotidien belge Le Soir, François Hollande a estimé que la présidentielle sera le moment de la confrontation des deux gauches. Vous êtes en train de parler de deux gauches, là. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Ce sera réglé à la présidentielle ? Alors, j'espère que ça se configurera pas exactement comme ça, parce que ça risquerait de fragiliser la gauche et de la diviser. Et si elle était divisée, elle n'a aucune chance de gagner. Mais en revanche, j'espère qu'il y aura un moment de clarification préalable à l'élection de 2027 qui soit empêchera Jean-Luc Mélenchon d'être candidat lui-même, soit le marginalisera à tel point que la gauche hors mélenchoniste soit en situation de gagner. C'est ce que vous souhaitez en tout cas. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce à quoi nous allons travailler. Et je crois vraiment que ça rassemble beaucoup plus largement que la France insoumise. Hier, il y avait quelqu'un que vous connaissez bien qui était aux côtés de Raphaël Glucksmann, qui s'est affiché très, très, très visiblement. C'est Anne Hidalgo, maire de Paris. Elle est toujours socialiste ? Oui, elle est toujours socialiste. On connaît sa proximité, bien sûr. Mais Anne Hidalgo, j'ai travaillé 10 ans avec elle. Autant vous dire que j'ai avec elle une relation d'affection et de fidélité politique. Mais ça, ce sont ses choix. Elle en est évidemment souveraine et du moment et de la façon dont elle souhaite l'annoncer. Moi, ce que je sais, c'est tous ces moments de rencontre, le foisonnement et la mosaïque des initiatives de gauche, seront une bonne chose s'ils permettent la convergence vers une solution. Vous dites le moment où Anne Hidalgo pourrait l'annoncer, donc c'est bien dans les tuyaux, elle pourrait rejoindre Place Publique. Non, je n'en sais rien. Ah d'accord, si elle veut l'annoncer. J'en sais rien, si elle veut l'annoncer. On va accueillir Romain Herreros, chef du service politique du Huffington Post, pour sa première carte blanche dans Dimanche en politique. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, après 2 mandats à la mairie de Paris, Anne Hidalgo doit-elle se représenter, selon vous ? Écoutez, c'est un sujet qui se pose d'abord à elle. C'est un sujet ensuite qui engage un collectif. Pour vous dire la chose différemment, on est dans un moment où notre pays est à l'aube d'une situation budgétaire et politique très instable et très grave. Deuxièmement, la situation internationale est immensément complexe et je pense qu'il faut qu'à chaque moment, on puisse discuter sérieusement des sujets. Est-ce qu'elle est la mieux placée pour rassembler à gauche ? Ce que je veux dire, c'est qu'Anne Hidalgo, elle a fait 2 mandats de maire de Paris extraordinaires dans sa capacité à impulser des nouveaux projets, à transformer la ville et qu'on va lui laisser respectueusement le temps d'y réfléchir, et chacun sait que j'en ai discuté longuement avec elle. Si elle ne repartait pas, est-ce que vous seriez le candidat naturel ? Il n'y a pas de candidat naturel. En politique, les héritiers finissent toujours par mourir. Mais vous y pensez ? Donc, je vous le dis très franchement, évidemment que chacun sait mon intérêt pour Paris, chacun sait que c'est là que s'est construit mon engagement politique depuis maintenant quasiment une 30aine d'années, et que j'aspire, oui, à continuer à servir Paris dans la durée, mais chaque chose en son temps. Y compris au municipal ? Oui, ça passera. Votre décision n'est pas prise à l'heure qu'il est. Non, mais d'abord parce qu'on doit en discuter collectivement. Vous connaissez Lucie Castet, c'était la candidate du NFP pour Matignon.
Anne Hidalgo lui a demandé de quitter son poste à la rentrée. Est-ce que c'est une décision que vous approuvez ? Alors, je crois que vous faites état de rumeurs de presse qui n'ont été approuvées par personne et confirmées par personne. Je me moque de ces situations-là. C'est pas mon sujet et en l'occurrence, tout ça n'est que rumeurs de presse et je ne commande pas les rumeurs de presse. Ça prendrait sinon beaucoup de mon temps de cerveau. Donc elle est partie de son plein gré. Je ne commande pas cette affaire. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Lucie Casté a travaillé avec moi pendant de très longues années. C'est quelqu'un qui a une immense valeur professionnelle. Elle a, je crois, démontré des capacités politiques immenses au cours de l'été et j'espère qu'elle sera l'une des figures qui arrivera à nourrir la construction de la gauche dans les années qui viennent et à permettre, d'une certaine manière, la convergence des gauches au service d'un projet de transformation du France. Rester salarié de la mairie de Paris et représentant du nouveau Front Populaire, c'était incompatible ? Oui, ça me paraît incompatible d'exercer des fonctions à un très haut poste administratif quand on est engagé en politique. Il faut faire un choix, et ce choix a été mis en œuvre. Merci Romain. Depuis une semaine, une partie du périphérique autour de Paris est limitée à 50 km/h au lieu de 70 jusque-là. D'ici le milieu de la semaine prochaine, ça va être tout le périph' qui va être à 50 km/h. Un bilan sera fait entre la ville de Paris et l'État d'ici un an, c'est ça, hein ? S'il faut faire marche arrière, vous imaginez, il va falloir démonter les panneaux, tout remettre en place. On a l'impression de revoir Édouard Philippe avec ses 80 km/h. Oui. Quel gâchis, non ? Alors, si ça ne marche pas, j'ai bien dit. Deux choses. D'abord, c'est quand on fait des choses et qu'on dit qu'on veut engager un dialogue et des évaluations, ça veut dire qu'on part du principe que soit on le confirme, soit on peut corriger. Vous l'avez évoqué, des fois, on fait des choses en pensant qu'elles auront des bons effets, et si c'est contre-productif, on peut revenir en arrière. Et je trouve que c'est un signe d'ouverture, là où il nous est fait en permanence à Paris un procès, entre guillemets, nous agissons. Et donc, quand on agit, c'est plus difficile que de ne rien faire. Un mot sur les Jeux Olympiques, il nous reste quelques secondes, parce que vous avez été au cœur du dispositif. L'un des héritages, ça va être les caméras de surveillance dans Paris, couplées avec de la surveillance algorithmique. Le gouvernement voudrait continuer ça. Est-ce que vous y opposerez ? Moi, à titre personnel, non, je ne m'y opposerai pas. Pourquoi ? En tant qu'élu de Paris ou en tant que député ? En tant que les deux, j'essaie d'avoir une cohérence entre les deux, c'est quand même mieux. Une question que je vous pose. On a beaucoup travaillé notamment pour comment on utilise les nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité des services de sécurité sans contrevenir aux libertés individuelles. Et moi, je me pose une question simple, c'est si un outil était utilisé par une force, entre guillemets, autoritaire, est-ce que ce serait préjudiciable et dangereux ? Aujourd'hui, il n'y a pas de reconnaissance faciale, il s'agit juste, comprenons-le, de logiciels qui détectent des atypies de mouvements de foule. Donc vous êtes pour le maintien de ce dispositif ? Je crois qu'il a fait ses preuves. Je laisserai d'abord, je vais vous le dire, les experts produire des comptes rendus d'évaluation, mais a priori, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, je pense que nous avons pris des garanties sur les libertés individuelles et je pense que ce sera utile au bien commun que nous puissions avoir des outils modernes. Le numérique, les outils informatiques, l'intelligence artificielle, c'est comme toute chose. Ça peut être bon, ça peut être mauvais, il faut savoir les conditions dans lesquelles on les utilise. Mais moi, je suis plutôt partisan d'utiliser la technologie pour améliorer la vie des gens. Merci Emmanuel Grégoire d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique, à retrouver sur le site ou l'application France Info, rubrique magazine, et sur la plateforme France.tv. Dimanche en politique se poursuit.